Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Avez-vous déjà entendu parler de douleurs au mamelon durant le syndrome prémenstruel ? Le SPM, comme on l'appelle de son petit nom, est l'ensemble des symptômes qu'on peut ressentir avant l'arrivée des règles, et ce n'est pas toujours drôle. Pour Rachel, qui allaite son petit garçon, cela se fixe sur ses seins durant les tétés. Des douleurs insupportables qui vont jusqu'à l'aversion, alors que son souhait est de continuer d'allaiter, et qui lui font envisager le sevrage de son bambin. Comment a-t-elle compris ce qui lui arrivait, d'où viennent ces douleurs, et qu'a-t-elle pu mettre en place pour y remédier ? On parlera aussi dans cet épisode allaitement et parcours de procréation médicalement assistée, car Rachel entame son 2e parcours PMA avec son conjoint. L'allaitement et ses parcours sont-ils compatibles ? Comment s'est-elle renseignée ? Quel choix a-t-elle fait ? Je vous laisse découvrir son histoire. Belle écoute. Salut Rachel, bienvenue dans Milkshaker. Merci beaucoup, salut. Rachel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Je suis Rachel, je suis accompagnante en périnatalité. J'ai un centre de soutien à la parentalité dans mon village, proche de Strasbourg. Et je suis maman d'un petit garçon de 23 mois que j'ai eu grâce à une FIV. Donc ton petit garçon est allaité ou a été allaité ? Il est toujours allaité depuis 23 mois maintenant. Rachel, est-ce que avant d'allaiter, tu avais une vision particulière de ce que c'était que l'allaitement ? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui devait se faire ou est-ce que tu t'es laissé porter par l'arrivée de cet enfant et ça s'est mis en place assez naturellement ? Pour moi, l'allaitement, c'était quelque chose de logique. C'était la suite logique de ma grossesse et de tout notre parcours. C'était essayer de lui apporter ce que moi j'estime le meilleur, alors sans juger les choix de chacun, mais c'est ce que moi personnellement j'estimais être le meilleur pour mon enfant. On s'est jamais vraiment posé la question, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai jamais cherché à savoir s'il fallait allaiter ou pas, en fait, pour moi c'était normal, fluide. Est-ce que du coup tu t'étais renseignée ? Est-ce que tu étais au courant que l'allaitement c'était naturel mais pas nécessairement inné ? J'avais lors des cours de préparation à l'accouchement une partie sur l'allaitement, donc c'était assez intéressant parce que ça nous donne quelques petits tips à la naissance de bébé. Mais après, je me suis vraiment laissée porter dès la maternité. J'ai indiqué mon choix et on m'a toujours accompagnée dans ce sens-là. Donc ça s'est vraiment fait de façon fluide. La mise au sein, elle s'est super bien faite. J'ai vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc Ok. ça a conforté mon choix, quoi. Et alors, est-ce que tu t'étais fixé un objectif dans le temps d'allaitement ? Là, tu en es à 23 mois. Est-ce que tu t'étais dit que ça durerait aussi longtemps ? Qu'est-ce que tu avais imaginé ? J'ai toujours envié, envié, oui, c'est un grand mot, et rêvé de ces femmes qui co-allaitent, qui ont plusieurs enfants. Et pour moi, c'était quelque chose de naturel. Donc, le sevrage doit se faire naturellement quand l'enfant se sent prêt. Et puis, s'il y a d'autres enfants qui suivent, ils seront allaités. Et s'il y a plusieurs enfants allaités en même temps, c'est pour moi une évidence, en fait. Donc voilà, l'allaitement pour toi est une évidence de A à Z. Oui, tout à fait. Alors, si on se parle spécifiquement aujourd'hui, Rachel, c'est parce que j'ai lu un de tes posts où tu parlais de douleurs que tu ressentais pendant l'allaitement. Donc là, tu nous expliquais qu'au démarrage, tout s'était bien déroulé et que justement, tu n'as pas eu de douleur, pas de soucis de mise au sein, etc. Donc, je voulais te poser la question de, voilà, quand est-ce que sont arrivées ces douleurs ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ton chemin d'allaitement pour que tu te retrouves avec des douleurs ? Ça fait 23 mois que j'allaite et au bout de 20 mois d'allaitement, on se posait la question pourquoi je n'avais toujours pas de retour de couche.
Donc, j'ai commencé à contacter certains autres centres PMA qui sont un petit peu allaitement friendly pour comprendre le mécanisme et trouver une solution pour avoir un retour de couche. Quand tu dis allaitement friendly, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière, les prérequis que la PMA demande régulièrement concernant l'allaitement? Alors, en centre de PMA, généralement, il est demandé d'arrêter l'allaitement lorsqu'on veut engager un parcours. Mhm. Et je sais, après différentes recherches auprès de la Leche League et de marraines d'allaitement et même d'IBCLC, que en fait, les produits qui nous sont injectés lors des traitements ne sont pas nocifs et ne sont pas incompatibles avec un allaitement. Sauf que après avoir échangé avec certains professionnels de PMA, ils n'ont pas assez de retours et de cas pour engager des frais et prendre le risque d'un échec qui coûte très cher. Et c'est pour ça qu'ils D'accord. refusent généralement l'allaitement avec la PMA. Ok, donc du coup, toi, tu cherches à ce moment-là un centre qui va vous accueillir avec ce parcours d'allaitement? Alors, je cherche un centre qui peut me donner des solutions parce que je ne peux pas changer de centre puisque nous, on a une particularité, on est en FIV des pays, c'est-à-dire qu'on doit faire un diagnostic avant réimplantation des embryons puisqu'il y a D'accord, une maladie génétique auprès de mon mari. d'accord. Euh, mais je Oui, donc ça veut cherche, dire qu'on teste entre guillemets les embryons avant de te les transférer dans ton utérus, c'est ça? c'est ça. Et chaque embryon qui n'est pas sain est éliminé. C'est du diagnostic préimplantatoire, DPI. Voilà, tout à fait. Et, euh, et en fait, je cherche un centre qui peut m'aider, qui peut me donner un aval de pouvoir continuer cet allaitement euh, tout tout en ayant voilà, un traitement FIV. Mais à ce Mhm. moment-là, je n'avais toujours pas de retour de couche. Et pour pouvoir être prise en charge, il faut un retour de couche impératif. Au sein de ton allaitement, il faut que tu trouves le moyen que ton retour de couche arrive. Qu'est-ce qui expliquait que ce retour de couche ne soit pas encore arrivé? Est-ce que c'était le nombre de tétés de ton fils? Est-ce que non, il t'était plus tant que ça, mais que malgré tout le retour de couche ne revenait pas et que c'était plutôt un problème inhérent à toi et ton cycle? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, c'était vraiment le nombre de tétés, puisque on était encore à quasiment 12 tétés sur 24 heures. D'accord. Euh, donc les tétées étaient très très régulières et empêchaient finalement un retour à la normale des choses, si je peux dire, au niveau du cycle. Mm, Euh, donc je me suis beaucoup renseignée et j'ai commencé à distancer les tétées et à avoir entre 4 et 5 heures d'écart entre deux tétées. Puisqu'on dit qu'au-delà de 4 heures, il peut du coup, enfin, il n'y a plus cette méthode naturelle de contraception par l'allaitement oui. qui est, qui est pratiquement sûre, si on peut dire, c'est pas non plus à Ouais. 100%. Donc j'ai tenté le coup. Mhm. Et en même temps, je contactais ce centre de PMA pour faire des analyses et pour me prescrire des médicaments qui pourraient me provoquer ce retour de couche. Ok, donc du coup, tu es venu te heurter, entre guillemets, au semi-sevrage d'un bambin, finalement, parce qu'il a fallu différer des tétés très régulièrement avec un bambin qui avait l'habitude de téter 12 fois par 24 heures. Est-ce que ça a Ouais. été facile à mettre en place? Ça a été assez facile au niveau des journées parce qu'on peut facilement détourner l'attention. Ouais. Les nuits, ça a été compliqué, donc j'ai abandonné et les nuits, ils continuent de téter régulièrement. Finalement, d'avoir espacé en journée a suffi. Donc au bout de combien de temps de, comment on dit, de différement, de différage, enfin, j'en sais rien, mais de tétés, est-ce que ton retour de couche pointe son nez? À peu près un mois après. D'accord, donc un timing assez classique, finalement. Donc, oui, le timing d'un cycle en fait. Et là, 10 jours avant le retour de couche, je le sais maintenant, je commence à avoir des douleurs au mamelon, au téton, Ouais. euh, mais vraiment intenses, comme des aiguilles qui me rentrent dans le téton. Et je commence une sorte d'aversion du coup, parce que les tétés, je pleure à chaque tétée. Ouais, donc là, c'est pas la petite douleur. Non, ouais.
en début de tétée ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment le truc qui te donne envie de jeter ton enfant. Ouais, complètement, complètement. Alors, au début, je pensais qu'il mordait. On pense aux dents, parce qu'il y a encore des dents qui se font. Est-ce qu'il pince un peu trop et j'ai une sensibilité? Et je me rends compte qu'au fil des jours, ça s'intensifie. Et je sais que mon fils ne mord pas. On se pose toujours la question, mais je sais que mon fils ne mord pas. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ouais. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi j'ai mal? Est-ce que je pense à un problème médical en fait? Je pense à une mastite, je sais pas, il y a un problème au niveau de la tétée, il y a un germe, il y a quelque chose. Puis 10 jours après, j'ai mon retour de couche. Ouais. Et ça s'estompe, j'ai encore mal pendant les règles, mais ça s'estompe. D'accord. Tu fais le lien tout de suite entre les deux? Et là, moi, je fais le lien. Je me dis, bon, ok, c'est ça. Alors, je me dis, c'est un retour de couche. Ça fait 20 mois que j'avais plus, même plus de 20 mois, hein, puisque il y a le temps de la grossesse avec. Bien sûr. Donc, que j'avais plus de règles. Et je me suis dit, ok, il revient en force. Je l'ai voulu. Il est là, c'est bon. C'est bon, il m'a confirmé qu'il est là. Et voilà, et je me suis dit, bon, bah, c'est le retour de couche. Et puis c'est ok. Et après, je vais avoir mes règles classiques. Et puis ça va se faire. T'as mal des deux côtés, n'est-ce pas? Oui. Alors plus d'un côté, puisqu'il tète plus d'un côté que de l'autre. Donc la D'accord. sensibilité, Donc, elle est forcément plus intense. comment tu décris ces douleurs? Tu parles d'aiguilles. Comment tu les décrirais, ces douleurs? Ah, des aigus qui transpercent le téton. Aïe, aïe, aïe. Mais par milliers. Je crois que même un tatouage, ça fait moins mal. T'es tatouée? Oui. Ah ouais, donc ça fait plus mal qu'un tatouage, mais au niveau du mamelon. Mais vraiment, mais c'est même localisé au niveau vraiment du téton. C'est Ah, même pas le d'accord. mamelon, mais c'est vraiment le téton. Ouais, c'est horrible. C'est Vous vraiment. voyez Mais pas non, ma mais tête, mais je suis dépitée pour elle. Ça me fait mal, même sans rien faire. c'est horrible. Je disais à mon mari, j'en peux plus. Je hurlais de douleur. Ouais. J'ai essayé d'écourter tant bien que mal les tétés, mais plus je les écourtais et finalement, bah, plus Samuel voulait téter. Et ouais. Bah oui, parce que Donc, le pauvre chouchou, il comprend rien, lui. Il a tété toute sa vie, 12 fois par jour. Donc déjà, on lui a différé ses tétés. Et voilà que maintenant, quand il tète, il se fait un peu envoyer balader. et là, je lui dis stop, Ouais. tu me fais mal. Comment lui, il l'a vécu? Enfin, comment vous l'avez vécu tous les deux, ce moment-là? Ben, moi, ça a été quasi une aversion. J'avais envie d'arrêter l'allaitement. D'accord. J'avais vraiment envie d'arrêter. Je me suis dit bon bah ok, les médecins ils ont raison, faut arrêter l'allaitement. Ils avaient raison. Ils ont gagné. Ils avaient raison finalement, voilà, donc j'arrête. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça d'arrêter non plus. Ouais, Donc surtout à 23 mois. Donc je serrais les dents. Je serrais les dents en priant qu'ils s'endorment vite le soir. Ouais. J'essayais de donner le moins possible en journée pour avoir le moins mal possible. Et puis j'ai commencé à chercher des solutions, de savoir comment je peux soulager ces douleurs. Ouais, alors attends, au début, donc tu t'es dit c'est le retour de couche, mes cycles classiques vont revenir, ceci ne va pas se reproduire. Voilà. Comment tu réagis quand un cycle plus tard, toujours pareil, 10 jours avant les règles? Bim, ça revient. Et là, là je me dis ok, je vais avoir mes règles. Ouais. Euh, et là, j'angoisse parce que je sais que la douleur monte crescendo au fil des jours jusqu'à ce que les règles soient bien présentes, bien là. Mhm. Et là, j'angoisse parce que je connais la douleur. Ouais. Donc, bah, ça cogite, quoi. Hein. On se dit, ok, s'est reparti pour 10 jours, Ok, ouais, donc voire plus, là, parce qu'avec le syndrome des ovaires polykystiques, voilà, je sais pas si c'est 10 jours, puisque c'était sur le premier cycle 10 jours, quoi. ouais, d'accord. Là, mais tu sais pas, oui. Tu sais pas si cette fois-ci ça va être plus que ça. Donc là, tu te dis, bon, bah, c'est acté, c'est sûr, c'est lié au retour de mes règles. Donc là, la dernière fois, c'était le retour de couche, mais là, c'est la même chose. Donc tu te dis, ça va être comme ça tous les mois jusqu'à ce que, Oui, bah, en fait, au plus vite, tu retombes enceinte puisque tu rentres dans ce parcours de PMA pour la deuxième fois. oui, Donc ça fait 3 mois que c'est comme ça. c'est ça. Ça fait 3 mois que, voilà, avant avant chaque menstruation, j'ai le droit à un pic de douleur intense. Ok, comment tu le gères du coup? La deuxième fois, tu te laisses porter et tu commences à chercher des informations. Qu'est-ce que tu mets en place?
Bah, la deuxième fois, je me dis, bon, bah, c'est pas de sa faute, et puis il doit pas subir, donc je serre les dents et je prie pour que pendant ces moments-là, les tétés soient le moins longs possible. Ouais. Et en parallèle, je commence à contacter des personnes. Alors, j'avais rendez-vous chez un gynécologue pour certains examens de PMA, donc je lui pose la question. Il me dit que ça peut pas être lié à un éventuel retour de couche ou menstruation. Donc, lui, il me dit qu'il n'y a aucune corrélation et qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir ce genre de symptômes. Ah oui, donc il était catégorique. Donc, pour lui, c'est mon bébé, c'est une sensibilité à force de téter. Sauf que toi, t'es dans le milieu, tu sais très bien que c'est pas le cas. Bah, déjà, je suis un petit peu dans le milieu, donc je sais, j'ai suivi quelques formations, donc je sais que voilà, il y a pas de cause à effet. Et s'il devait y avoir quelque chose, ça fait 23 mois maintenant que j'allaite, donc si je devais avoir une sensibilité par rapport à l'allaitement, ce serait arrivé plus tôt. J'ai pas pris plus de médicaments que ça, enfin, j'ai pas pris de médicaments ou de traitements ou quoi que ce soit qui peut expliquer non plus ces douleurs. Oui, il y a que ça qui a changé finalement dans ton rythme de vie, c'est le fait que tes menstruations reviennent. Il y a vraiment que ça. Et personne n'a osé me dire enfin, n'a été capable de me dire que c'était hormonal. J'ai Ouais, contacté des marraines d'allaitement, j'ai contacté des accompagnantes en allaitement, des personnes qui forment aussi, hein, des personnes qui forment d'autres personnes sur le sujet de l'allaitement, qui me disaient que ça ne peut pas être hormonal. C'est impossible. d'accord. Ok, pourquoi? Donc, on me conseillait de prendre de la lanoline, de me masser. Ça fonctionne ou pas du tout? Ah bah non, pas du tout. Ça fonctionne quand on a des crevasses, quand on a une sensibilité, Ouais, quand on a des douleurs au niveau de la poitrine qui est plutôt externe. Mais ouais, c'est pas mon cas puisque c'est une douleur qui est vraiment interne et hormonale finalement. d'accord. Donc c'est vraiment des aiguilles qu'on te plante par milliers au niveau du téton et que ça rentre vers l'intérieur de ton sein, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ça a l'air particulièrement agréable. Euh, alors Je tu le te souhaite dis, à personne. j'imagine, là tu te dis, il faut quand même que je trouve une solution parce que ça va pas être viable de passer 10 jours par mois comme ça, j'imagine. Et oui, bah là, la solution c'est le sevrage en fait. Ouais, Là, je me dis ma seule solution c'est le sevrage donc mais t'en as pas ça a envie. été. Bah, j'en ai pas envie, mais en même temps, je peux pas continuer à avoir Ouais, mal tous les mois à ce point-là où il y a rien qui soulage. J'ai essayé de prendre des Doliprane, il y a rien qui soulage, quoi. C'est vraiment, vraiment hormonal. donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place un sevrage? Qu'est-ce que t'envisages de faire? Bah, on tente de mettre en place un sevrage, Ouais, mais il faut que je le mette en place toute seule puisque j'ai un mari qui travaille énormément de nuit, ouais, qui est pas beaucoup présent. Il a un travail qui lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est très compliqué. J'ai mon fils qui me tape, qui est dans l'opposition, hein, c'est normal, ouais, il il est pas comprend d'accord. pas. Je lui parle beaucoup, je lui explique, mais il comprend pas. Ok. Et là, je me dis, c'est pas la peine. Qui te renseigne finalement? Parce que là, tu dis, voilà, c'est hormonal. Est-ce qu'à un moment, tu as l'info, la vraie, de ce qui se passe en fait à l'intérieur de ton corps? Oui, je décide de contacter une IPCLC, Ouais, Julie. ouais, Comme elle est très douce et bienveillante, je me suis dit, je vais la contacter. C'est la seule IPCLC que je connais qui a un bagage un peu plus médical, mais avec des connaissances poussées en allaitement. Et qui me dit que, bah oui, c'est possible que ce soit hormonal. elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci? J'ai pas plus échangé avec ça, mais elle m'expliquait que effectivement, c'est tout à fait possible que au niveau des hormones, il y ait des réactions différentes chez les personnes et que chez D'accord. moi, ça se passe comme ça. Ok, très bien. Bon, du coup, ça te rassure. Tu te dis que, enfin, ça te rassure. Ça te rassure pas parce qu'il n'y a pas de solution immédiate à ça. Voilà, c'est tes cycles hormonaux qui sont revenus et en plus, tu veux qu'ils reviennent parce que voilà, il y a ce projet de deuxième bébé, mais il n'y a pas de solution. En tout cas, il y a pas de traitement à ça. On peut rien y faire. C'est ton corps et ta réaction face à ce schéma hormonal qui se remet en place et qui fait que tes seins deviennent différents et font mal. Euh, C'est donc ça. là, tu te dis, bon, bah, cette fois-ci, c'est sûr, ma seule solution, c'est le sevrage.
Bah, cette fois, je me dis oui, la seule solution, c'est le sevrage. Et puis, euh, et puis quand on décide vraiment de se dire, bon, bah, ça y est, on y va, on va le sevrer, c'est pas grave. Mm. Il a eu 23 mois d'allaitement, c'est pas non plus. C'est pas un échec. Je me suis mis, c'est ok avec moi et c'est Ouais. ok pour moi, donc c'est pas un échec comme j'aurais pu le vivre au premier mois. Oui, c'est pas ce que tu avais imaginé, mais l'intensité des douleurs ne peut que te mettre voilà, devant l'évidence, c'est que c'est pas supportable. Et puis quand je prends cette décision-là, j'ai le centre de PMA qui nous suit, Mhm. qui me dit bon ben c'est parti, vous êtes inscrit pour une prochaine tentative Ok. dans 2 mois. Du coup, il m'appelle en septembre pour me dire que dans 2 mois, on peut recommencer. Ah oui, donc là, ça arrive parce que quand on enregistre, là, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais on est le 21 octobre. Donc la date approche. Donc là, la date, elle approche. Et là, je me dis, ok, j'ai rendez-vous avec une sage-femme de PMA pour discuter du protocole qui est mis en place, de tout ce qu'on va faire. Et je me dis, finalement, j'ai 2 mois encore à souffrir, entre guillemets, en espérant Ouais, que dès le premier coup, ça fonctionne. J'espère ouais. toujours que ça fonctionne dès le premier essai. Euh, et là, je pense plus du tout au sevrage, en fait. Ah d'accord, donc là tu te dis non, bah, c'est bon, dans 2 mois, si tout se passe bien, je suis enceinte, et du coup ces douleurs, elles vont s'arrêter. Voilà. Ok. Après, je ne sais pas, j'ai l'espoir que ça s'arrête. Après, il y a d'autres syndromes quand on est enceinte, mais ça, chaque corps est différent. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, t'aurais eu l'info, mais j'organise après cet épisode-là un épisode expert sur le sujet où on se reposera ces questions avec quelqu'un qui saura y répondre pour sûr. Est-ce que tu t'imagines que ces douleurs, du coup, qui sont de type hormonal, sont des choses qui pourraient se reproduire avec les hormones de grossesse? je me réserve toutes les éventualités. D'accord. Mais je Ok. connais la douleur, je connais cette intensité-là. Mhm. Les douleurs et les témoignages qu'on peut avoir lors de grossesse et d'allaitement sont tellement différents d'une femme à l'autre que j'attends de voir finalement ce que ce sera pour moi. Oui, ce sera peut-être tout à fait différent, ou peut-être que tu n'auras rien d'ailleurs. Je te le souhaite. Ok, donc là, du coup, on attend la grossesse pour voir comment ça se passe et le sevrage n'est plus une option. Bah là, là du coup avec le protocole qui a été décidé, on m'a mis sous pilule puisque j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, qui lui de toute façon crée un dérèglement hormonal Ouais. quelque part je me dis si ça se trouve c'est aussi ce syndrome-là qui fait que 10 jours avant mes règles finalement bah, ça explose au niveau des Oui. hormones et que j'ai ces douleurs-là que d'autres Mhm. n'ont pas. Les syndromes prémenstruels sont quand même très fréquents et douloureux sous différentes formes chez les personnes qui ont un SOPK. Donc là, avec le protocole qui est décidé, on a décidé de me mettre sous pilule. D'accord. Et là, tu as peut-être l'espoir finalement que sous pilule, ça s'arrange déjà. C'est ça, parce que la pilule, c'est plus vraiment. C'est de l'hormone de synthèse et c'est des menstruations de synthèse. Enfin, c'est des règles anniversaires, c'est pas des vraies règles. Donc, je sais pas du tout comment mon corps va réagir. Ok. Et il disait même que, puisque je reprends le traitement 4 jours après l'arrêt de la pilule, Ouais. je peux même reprendre sans avoir de règles du coup. Ouais, donc là, bon, bah, point d'interrogation sur la suite, bah, faudra que tu nous racontes. J'imagine que tu le raconteras sur ton compte et que on pourra suivre tout ça au moins par écrit. De toute façon, oui. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on est le 21 octobre, que Mm. j'arrête la pilule dans 8 jours et que pour Ouais. l'instant, j'ai rien. D'accord. Donc là, tout le monde croise bien fort les doigts, ok. Et alors, ton mari, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de ces douleurs, de ce que ça t'impose à toi? Est-ce qu'il a un avis sur la question ou est-ce que simplement il te suit et il fait en fonction de toi? Il est plutôt en soutien. Il n'a pas vraiment d'avis. Il me dit toujours, moi, le corps médical, je m'y connais pas. Moi, mon Ouais. métier, c'est avec les mains. Mhm. Euh, il est plutôt à me soutenir et à suivre mes choix. On s'est jamais rien imposé, ça a toujours été une évidence, l'allaitement pour tous les deux. Pas toujours pour les mêmes raisons, mais du coup, il est vraiment dans le soutien. Et quand je lui ai demandé, enfin, quand je lui parlais de sevrage, il était dans ce soutien-là aussi. Il a jamais
remis en cause quoi que ce soit. Ouais. Et malheureusement, tu disais, il n'est pas là la nuit, et c'était la nuit que c'était le plus difficile. Donc, c'est ça aussi qui a mis un frein à cet éventuel sevrage, parce que il te fallait un copilote avec toi la nuit. Oui, oui, le sevrage seul d'une mère allaitante est difficile puisqu'il y a toujours cette odeur de lait qui est présente et qu'on Ouais, peut pas, qu'on refuse. Donc c'est une frustration encore supplémentaire pour l'enfant. bien sûr. Et à 23 mois, on sait que ils ont des frustrations qui sont déjà importantes autour des 2 ans. Ah Là, on oui. leur impose quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, à mon fils, je lui impose quelque chose qui est hardcore, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Bon, donc du coup, finalement, ça t'arrange bien que ce protocole recommence rapidement et de te dire que tu as la perspective de quelque chose de peut-être mieux, peut-être pas mieux, mais en tout cas de différent. On espère et on va se laisser porter. Et je garde en tête que je peux toujours être amenée à sevrer. Voilà, ça reste dans un coin de ma tête, dans le cas où. Ok. Rien n'est gagné, rien n'est perdu, et puis c'est le temps qui me dira. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des mamans qui nous écoutent et qui éventuellement voilà, pourraient ressentir ces douleurs ou quelque chose de similaire? Qu'est-ce que tu as tiré de ton expérience d'allaitement et de cette expérience-là, précisément sur cette période? Qu'est-ce qui pourrait les aider, ces mamans? Tu Moi, voudrais j'ai juste leur sur... dire que ça existe déjà, Bah, surtout. déjà, voilà, que ça Mm. existe, qu'on ne dise pas que c'est des symptômes fantômes ou des sensibilités. Oui, les sensibilités existent, mais j'ai surtout envie de dire à ces personnes de se faire confiance et de s'écouter. Euh, on sait au fond de nous ce que c'est. Il faut juste voilà, s'écouter et savoir s'ouvrir à soi. Quand il arrive quelque chose et qu'au fond de nous, on sait que c'est ça, et il faut continuer à se battre pour avoir les bons renseignements. J'ai jamais trouvé ça normal. Je me suis renseignée un petit peu partout jusqu'à ce qu'on me dise bah oui, c'est possible. Ouais. Et en fait, c'est comme pour tout dans la vie. Faut juste continuer à se battre tant qu'on sent qu'on n'a pas son problème qui est résolu. Ouais. Ou en tout cas qu'on Tant n'a qu'on n'a pas pas la une solution. réponse à la question. Ouais. Oui, parce que toi, le problème n'était pas résolu, mais tu savais ce qui se passait et ça te permettait du coup de faire un choix de façon consciente et éclairée. Oui, c'est ça. Après, chacun fait le choix qu'il souhaite. Ouais. Mais au moins, je savais qu'est-ce qui se passait. Je savais que ce que je faisais n'était pas nocif pour mon Mhm. fils, parce que finalement, il y a aussi ça. Quand on a des douleurs, on ne sait pas ce qui passe dans le lait. C'était aussi une crainte. Et Mhm. s'il y a quelque chose, une bactérie qui est nocive, et il faut arrêter. Enfin, il y a toujours, Oui, t'as eu peur de faire quelque chose de mal en continuant de l'allaiter. et oui, il y a toujours toutes ces questions-là, forcément. Ouais, donc le message, c'est voilà, ces douleurs-là existent. Si vous êtes dans ce cas-là, bon, voilà, espérons que cet épisode vous apporte un bout de solution. Encore une fois, je me charge de faire un épisode expert sur ce sujet-là pour qu'on puisse voilà, un peu plus détailler les mécanismes et voir s'il y a des bouts de solution. Mais c'est voilà, ça existe. A priori, il y a une origine hormonale. Et bon, visiblement, en tout cas, dans ton cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, on fait ses choix en fonction de ce qui est acceptable ou pas acceptable pour soi-même et pour son bébé. Oui, tout à fait. Ok. Et si on a un Bon, doute, contacter une BCLC of plutôt qu'une course. accompagnante. L'accompagnante, elle peut aider à la mise en place d'un allaitement, à un sevrage. Elle peut accompagner, mais quand il y a vraiment quelque chose, une douleur ou un doute, c'est l'IBCLC qui doit prendre vraiment le relais. Ouais, bien sûr, on ne le dira jamais assez. Hein, euh, toutes les personnes qui satellitent autour de vous en pré, en postpartum, pendant l'allaitement, peuvent toutes être d'une grande aide pour votre allaitement, d'un bon accompagnement. Mais quand il y a une problématique un peu plus spécifique, vous trouverez pas mieux que les consultantes en lactation IBCLC, voilà, qui sont surformées sur le sujet et qui, a priori, voilà, ont ces connaissances bien spécifiques que les autres ne peuvent pas avoir parce que tout simplement, c'est pas leur métier. Donc, bon, voilà, on ne leur dira jamais assez, mais si vous avez une galère avec votre allaitement, appelez une IBCLC. Bien, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire sur ce sujet-là? Je souhaitais parler un petit peu de la PMA. Je Ouais, souhaitais éventuellement en parler aussi, si on peut bien sûr. en profiter, parce qu'on est
de plus en plus nombreux finalement à être dans des parcours de PMA. On se rend Tout à compte fait. en étant sur les réseaux que on n'est pas des cas isolés et que les places deviennent chères en fait. Les Ouais. places deviennent très chères. Et quand on est une maman allaitante, on est rarement accepté en protocole de PMA. J'ai fait le choix et c'est un choix en pleine conscience. C'est pas forcément un choix que je vais conseiller et je dirais jamais explicitement à quelqu'un tu peux continuer à allaiter tout en reprenant un parcours de PMA. Mhm. Mais par contre, quand on s'est renseigné et qu'on fait faut qu'on fasse son propre choix. Moi, j'ai fait le choix de continuer d'allaiter tout en reprenant un protocole qui est quand même lourd parce qu'une FIV, c'est des injections tous les jours d'hormones, voire 2, 3 injections vers la fin, plus un déclenchement, plus une anesthésie générale pour une ponction des ovocytes. Donc, Ouais. c'est pas un parcours anodin. Non, pas du tout. Mais je me suis énormément renseignée parce qu'il était hors de question de transmettre quelque chose de nocif à mon fils en reprenant un parcours PMA pour égoïstement vouloir un deuxième enfant. Parce que Oui. finalement, c'est un petit peu ça quand même par rapport au premier qui allaitait. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui dit que c'est nocif ou pas nocif, en fait. Aujourd'hui, on va avoir la Léché Ligue qui va nous dire que tous les traitements sont, j'ai plus le mot, qui sont ok en fait avec un allaitement, Ouais. y a rien ou très peu qui passe dans le lait, Ok. que le vrai gros risque, ça va surtout être une baisse de lactation en fait. Mhm. Donc, selon l'âge de l'enfant, finalement, l'impact il est minime. Moi, à 2 ans, c'est pas dramatique. Il n'a pas 3 mois. Les professionnels de santé, ils vont refuser systématiquement une maman allaitante qui part en parcours PMA parce que il faut savoir qu'une PMA, ça coûte en moyenne entre 10 et 20 000 euros, Mhm. puisqu'il y a des biologistes, il y a les anesthésistes, il y a Ouais, tous il y les a toute une médecins, équipe et derrière. c'est ça. Et ils ne prennent pas le risque d'un échec quand il y a un allaitement parce que l'allaitement peut créer un échec. Ça peut. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est dans 100% des cas, puisqu'un échec il peut arriver sans allaitement et 100% des tentatives, il n'y a pas 100% de grossesse. Et ça augmenterait, selon tes connaissances, le risque de fausse couche Non, ou d'échec de mise en place. en fait, ce qui se passe souvent quand il y a un allaitement qui est en place et qui est bien en place, l'endomètre il est plus fin D'accord. que lorsqu'il y a plus d'allaitement, puisque l'allaitement va inhiber un petit peu tout ce mécanisme de reproduction, puisque normalement Ouais. dans la nature, tant qu'on allaite, on ne reproduit pas. Mm. Et j'en discutais avec un gynécologue je lui ai demandé pourquoi en fait. Et il m'expliquait que l'endomètre est souvent plus fin et donc il n'est pas accueillant. Ouais. Il ne permet pas d'accueillir un embryon. Et donc dans ces cas-là, les traitements risquent d'être plus lourds, donc plus longs, plus coûteux. Donc ils ne le font pas. Et puis Ok. après, on sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui les pourcentages de réussite et d'échec de Ouais. maman allaitante parce qu'il n'y a pas de. Enfin, euh, on n'a pas les budgets pour faire des études de toute façon. De toute façon, Bien sûr. sur l'allaitement et les mamans allaitantes, quel que soit le médicament, Oui. Il n'y a pas. il n'y a, pas Il de- n'y a pas y a pas de beaucoup. budget. Hmm. C'est rare. Ok. Ouais, donc voilà, mettre la lumière sur ce parcours PMA et l'impact éventuel de l'allaitement. Toi, du coup, tu as fait le choix en fait de pas dire que tu continuais d'allaiter. Oui, moi j'ai fait le choix de ne pas le dire, après m'être renseignée et en pleine conscience. Euh, les personnes qui veulent faire ce choix-là, il faut qu'elles le fassent après s'être renseignées partout. Alors, Ouais. ne posez pas la question à la PMA directement, parce que sinon, après, forcément, ils vont émettre un doute si on revient un mois après en se disant c'est bon. Ouais. En fait, moi, j'ai rien dit du tout. J'ai juste appelé en disant que voilà, j'ai eu mon retour de couche, sans leur indiquer quand je l'ai eu, parce qu'ils ne demandent pas quand il est arrivé. D'accord. Puis j'ai attendu d'avoir un deuxième cycle pour me réinscrire, pour être sûre, parce qu'on peut avoir un retour de couche et finalement ne plus rien avoir, ça arrive aussi. Hein. Mhm. Donc j'ai Bien attendu sûr. un deuxième cycle. Et puis en attendant, je me suis vraiment renseignée, on en a discuté avec mon mari, parce qu'il fallait qu'il soit Mhm. d'accord aussi que je fasse tout ça. Et c'est après toutes les prises de renseignements, et c'est aussi, je pense, spécifique aux pathologies de chacun.
Je pense qu'il faut pas oublier le côté pathologique. Ouais, chacun Ouais. après fait ses choix en fonction de sa propre situation. Toi, tu as fait celui-là, mais voilà, tu voulais juste alerter sur le fait que tout était éventuellement possible. Voilà, c'est ça. C'est éventuellement possible, mais il faut s'armer et il faut vraiment se renseigner avant Ok. sur sa situation propre. Ok, et ben voilà, ce sera l'occasion d'un deuxième ou peut-être qu'on fera tout dans le même épisode en fonction de la personne que je reçois comme expert. Mais voilà, on parlera dans un épisode promis de PMA, de grossesse et d'allaitement, de l'allaitement et de ses douleurs autour du cycle menstruel, histoire d'essayer de comprendre un peu les mécanismes et voilà, et vous orienter parce que les questions sur l'allaitement et la grossesse reviennent quand même régulièrement. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le domaine. Donc, promis, Milkshaker va s'agiter pour vous répondre. Rachel, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte? Oui, bien sûr. Alors, Rachel, quelle est ta tétée la plus insolite? La tétée la plus insolite, ça a été dans le coffre de ma voiture. Dans le coffre? Pourquoi? Il y a la tétée dans le cosy, ça c'est assez classique, un truc insolite, mais pourquoi dans le coffre? Qu'est-ce que tu faisais dans ton coffre? Ça roulait? On était en vacances et c'était cet été et Covid oblige, on a eu la deuxième dose de vaccin, mais on n'avait pas encore le pass sanitaire actif. Donc il fallait manger à emporter dans le coffre. Et il y a eu une urgence tétée, donc D'accord, donc pique-nique dans le coffre, tétée dans le coffre. voilà. Je crois que tu roulais, toi dans le coffre, le bébé. Je me suis dit, oh là là là, attends, là on va se faire attaquer. Histoire de bébé en danger. Je me suis dit, attends, je vais couper ça au montage. Non, je plaisante. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, Rachel? Ah, le truc le super glamour, ça a été la tétée vomissement. Il t'a vomi dessus en même temps qu'il t'était? Il a tété et puis c'est remonté tout de suite. Et le sein a été tapissé de. Régurgitation. Voilà, oui. Non, 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 de vomi gastro. Ah, de bébé diversifié, tu veux dire? Oui, oui. Ah oui, d'accord, bonheur. Ah oui, ok. Ah oui, donc c'est comme quand t'as Odeur la et. gerbe et que tu bois un verre d'eau, ça ressort, quoi, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, ok, super. Bonheur de Glamour, l'odeur. en effet. Alors, là, glamour de dingue. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi? Ah, la position classique. Hein. Ou la madone, ouais. Dans Ok. mes bras, tout lové. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu me dirais quoi? Le bonheur. Parfait. Eh ben, super. On va se quitter là-dessus. Merci Rachel d'avoir accepté de témoigner dans Milkshaker. Ton histoire m'intéressait, c'était pas un truc que j'avais entendu régulièrement, c'est quand même relativement rare, j'ai l'impression, cette histoire de douleur au début des cycles. Est-ce qu'il y a un lien avec ce syndrome des ovaires polykystiques? Est-ce qu'il n'y en a pas? Voilà, encore une fois, on essaiera d'approfondir ce sujet-là avec un pro. Mais merci d'avoir confié ton histoire. Je pense qu'il y a peut-être des mamans qui se retrouveront dedans, qui l'ont connu, peut-être à moindre mesure, mais qui connaissent ça et que ça pourra rassurer. Alors c'est cool d'avoir que tu aies pu raconter ton histoire autour de ça. Merci beaucoup. Et puis voilà, la suite de cette histoire-là, tu nous la racontes sur ton compte ou tu repasses ici si tu as envie de nous dire comment ça se passe quand ta grossesse s'enclenche. Je te le souhaite le plus vite possible et surtout que tu sois tranquille, que tu n'aies pas d'aversion à l'allaitement pendant la grossesse et que ton projet puisse aller là où tu le souhaites, à savoir co-allaiter tes bébés après quand ils sont là tous les deux. Nous, on va aller chercher les infos côté physiologie pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans tes seins et dans ton corps. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Mais de rien, avec grand plaisir. Et puis à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen.
Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.